Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Salon des Arcanes. Aujourd'hui, je reçois Marjorie, le duc va-nu-pieds et je suis très heureux de retrouver Marjorie. Salut, comment tu vas? Salut, ça va. Un peu stressée, mais ça va. Je vais bien, je suis contente. Ouais, ça va bien se passer, t'inquiète. Moi, je suis trop content de te recevoir. Là, on est le 12-12 au moment où on enregistre Ouh, l'épisode. Ouais. Bon, il n'est pas 12h12, donc tant pis pour le portail magique universel. on va s'engouffrer quelque part. Ah, peut-être. En tout cas, je pense que tu vas nous faire voyager, puisque donc on enregistre le 12 décembre. On sera, je pense que ton épisode sera diffusé début janvier, donc on sera en plein cœur au début de l'hiver, vraiment. Moi, chez moi, il a commencé à faire très froid, mais je pense que le très froid chez moi n'est rien comparé au froid chez toi. Alors, figure-toi que cet hiver, il fait plutôt doux chez nous, en fait. Autant l'hiver dernier, on a atteint du -40, autant là, on est à -5, -10, donc autant te dire qu'il fait chaud presque. Tu vois, on est en t-shirt, quoi. Donc, J'ai du mal à croire la dernière phrase. Bah alors, pour celles et ceux qui te connaîtraient pas, comment tu pourrais très brièvement te présenter et surtout nous expliquer pourquoi et comment, où vis-tu pour qu'il fasse jusqu'à -40? Alors donc, moi c'est Marjorie, le duc va-nu-pieds. Donc je suis illustratrice et créatrice d'oracles. Anciennement éducatrice spécialisée, et donc je vis dans le nord de la Suède, donc un territoire communément appelé la Laponie. Donc c'est un terme pas tip-top en vrai, mais en tout cas je vis tout là-haut, quoi. Pourquoi c'est un terme pas tip-top En fait, le terme lapon, ça veut dire porteur de haillons, donc c'est adressé au peuple sami. Tu sais, le peuple autochtone du coin qui était très mal vu à un moment donné, et puis encore aujourd'hui par certaines personnes, et du coup, voilà, leur territoire était appelé comme ça, quoi. En fait, le vrai nom de la Laponie, ça s'appelle le Sapmi. Le nom Sami, c'est le Sapmi. Je vais me le noter pour le chapitrage parce que effectivement ça me paraît important. Je comprends qu'effectivement Laponie soit du coup un terme assez péjoratif et un petit peu colonialiste finalement. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est compliqué parce que ailleurs qu'en Scandinavie, on n'identifie pas, on connaît pas le Sapmi en fait. Donc c'est vrai que pour parler du territoire sur lequel je vis, c'est pas forcément évident en fait, parce que j'ai pas envie d'utiliser Laponie, et en même temps, ça permet pas forcément aux gens d'identifier où c'est si je parle du Et donc toi, Sapmi. t'es en Suède. Si on s'attache au pays, on va dire aux États-nations, hein, aux frontières, Mhm. t'es en Suède, mais c'est vrai que c'est un territoire qui s'étend sur plusieurs pays. Le Sapmi, ouais, ça s'étend sur Norvège, Finlande, un petit bout de Russie et Suède. Et c'est accessoirement le lieu de résidence du Père Noël, paraît-il. Alors, si on croit au Père Noël, oui, tout à fait. Tu l'as jamais croisé. J'en ai croisé plein en vrai, hein. Ici, c'est la folie de Noël. On appelle ça Yule en fait. On n'appelle pas ça Noël ici. Et du coup, si tu croises des Pères Noël de partout. Ah oui, donc en fait, ils ont quand même cette culture finalement du Père Noël. Ouais. Parce que je suis pas sûr que la légende du Père Noël, qui en plus dont la demeure serait dans ce territoire-là, je suis pas sûr qu'elle vienne d'eux, mais ils se le sont Non, peut-être appropriés. c'est hyper récent en fait. Après, euh, il y a toujours un mélange de cultures en réalité, tu vois, entre la modernité, les traditions, etc. Il y a le soi-disant village du Père Noël en Finlande, où là, c'est clairement un truc pour les touristes en fait, mais voilà, ça fait rêver. Il y a des rennes, il y a plein de neige, plein de lumière de partout. Mais après, à quel point les Samis se sont appropriés vraiment le Père Noël dans leur culture, je ne sais pas. C'est une bonne question.
Et toi qui vis, je te demanderai évidemment après comment on en vient à aller vivre tout là-haut, dans le grand froid, dans le grand nord. Mais sur ce territoire, est-ce qu'il y a encore une véritable identité, une culture propre à ce territoire, indépendamment du coup des États-nations qu'on a cités, Norvège, Suède, Finlande et un petit peu de la Russie? Alors oui, en fait, donc les Samis ont un gouvernement à eux, si je me trompe pas. Donc ils ont et puis ils sont protégés par les droits autochtones, tu sais. Donc ils ont un pouvoir de décision, ils sont consultés pour certains projets, etc. Après, au niveau de l'identité, vraiment, c'est compliqué parce que c'est un peuple qui a été, je perds mes mots, c'est le stress. J'ai le cœur qui bat à 20 000, du coup, je perds mes mots. Non, t'inquiète. Mais du coup, oui, c'est un peuple qui On a a le été... temps, hein, on a le temps, même si on est un peu contraint par mes horaires pour une fois, on a quand même le temps, hein, t'inquiète. Ouais. Mais tu sais, c'est plus la peur de dire des conneries. Enfin bon, du coup, oui, non, c'est un peuple qui a été opprimé. Enfin voilà, il y a... je crois que c'est dans les années 1900 où tu as un institut racial qui a été créé, donc dans le nord de la Suède, voilà, qui a été chargé de faire valoir les races, entre gros guillemets, évidemment. Et du coup, qui mesurait les crânes des Samis, qui stérilisait en masse, qui interdisait les cultures traditionnelles, notamment en lien avec toutes les techniques pour guérir, pour être en lien avec les énergies, etc. Donc ils ont perdu en fait une grande part de leur identité, sachant que c'était une culture plutôt orale et pas tellement écrite. Donc quand tu t'intéresses un petit peu à tout ça, c'est compliqué en fait, même pour ce peuple-là de retrouver au niveau de l'histoire leurs traditions, etc. Il y a un mouvement très fort de défense, mais voilà, il y a des choses qui se sont perdues au fil du temps, en tout cas, ouais. Et ils ont quand même des liens entre, indépendamment des États existants et des frontières existantes aujourd'hui. Est-ce que c'est facile du coup de circuler? Est-ce qu'il y a des liens entre ces différents pays? Au niveau des Samis, tu parles? Oui. Ouais. Alors oui, je pense qu'il y a des liens entre eux. Après, les frontières ont fait qu'il y a eu ce qu'on appelle le grand déplacement des Samis à un moment donné. C'est pareil dans les années 1920, je crois, où du coup, je voudrais pas dire de bêtises, hein, puisque je suis pas non plus hyper calée sur le sujet, mais du coup, il me semble qu'il y a pas mal de Samis qui vivaient notamment en Norvège, qui ont été déplacés en Suède, puis un peu plus au sud de la Suède. Et aujourd'hui, c'est compliqué le passage des frontières, c'est compliqué du coup par rapport à la transhumance des rennes. Voilà, c'est pas simple. Et comment toi, tu t'es dit un jour, alors c'était il y a pas si longtemps parce que moi je te suivais déjà sur les réseaux sociaux, c'était il y a quoi, un peu plus d'1 an? Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis ici maintenant. Un peu plus de 2 ans déjà quand même, ok. Le temps passe vite. Ouais, que le temps passe vite. Comment on en vient déjà à se dire, je vais quitter la France, puisque tu es française, hein, si je me trompe Ouais. pas. Je vais quitter la France. Déjà, première question, comment on en vient à se dire ça? Je vais aller vivre à l'étranger. Et comment on en vient à se dire, deuxième question, en plus, je vais aller vivre tout là-haut. Quitter la France, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. J'ai habité en Slovénie, donc j'ai pas mal parcouru les Balkans, etc. J'ai pas mal voyagé en Afrique aussi, étant plus jeune. J'ai habité quelque temps en Guyane française aussi, donc proche du Brésil. Et du coup, la Scandinavie, ça me tentait de découvrir. Enfin, pourquoi, je ne sais pas vraiment.
toutes les étendues blanches, tu sais, le côté magique, etc. Enfin, ça me tentait fort. Et puis, mon conjoint a eu une opportunité de travail ici, en fait. Donc, on a dit, allez, hop, c'est parti, on y va. On fait les valises, on s'en va. Trop bien. Mais d'ailleurs, je vois que tu as un t-shirt Into the Wild. Ben oui, évidemment. Donc, la nature... la nature est hyper importante. Enfin, on le voit dans ton travail, hein, de toute façon, dans ton travail artistique. On sent cette connexion à la nature importante. Ben, ça a toujours été hyper important pour moi, oui. Et c'est vrai qu'en arrivant ici, ça a été une grosse claque, bien que j'ai connu l'Amazonie déjà. Donc forcément, je sais pas si tu connais l'Amazonie, mais tu te prends une claque aussi, hein. Mais pas la même. Enfin, en Amazonie, il y a une intensité, il y a une sollicitation permanente. Tu sais, tu as des insectes de partout, potentiellement dangereux, des plantes aussi potentiellement dangereuses. Enfin, il y a un rapport à la vigilance qui est vraiment fort, fatigant même, je dirais. Ici, c'est plutôt l'inverse, en fait. Enfin, plutôt l'inverse. C'est très vivant, mais c'est des étendues de forêt. Tu sais, je vis dans ce qu'on appelle la taïga. Donc, c'est des grandes forêts d'épicéas, en fait. Et à perte de vue, et c'est d'apparence très calme. Et ouais, du coup, enfin, mon quotidien ici, il est super par rapport à ça. Je vis dans une petite maison en plein milieu de la forêt, donc je suis heureuse, quoi. Comment on s'adapte? Je suis hyper curieux, hein, donc d'ailleurs je t'ai pas dit en off. Généralement, je dis toujours à mes invités s'il y a un moment il y a une question qui vous gêne ou auquel vous n'avez pas envie de répondre. Surtout, vous hésitez pas. Moi, ça me vexera pas. Donc voilà, si je rentre trop dans des trucs trop perso, tu me diras. Non, non, vas-y. Mais parce que je suis hyper curieux, comment on s'adapte à un environnement qui, en tout cas de prime abord, paraît quand même un petit peu hostile en termes de froid, de température, de luminosité, de circulation, puisque je pense que ça doit être souvent sous des mètres de neige. Comment on s'adapte à ça, et est-ce que du coup, tu t'étais préparé à ça, ou tu as dû t'adapter au fur et à mesure de la découverte? Alors non, je m'étais pas du tout préparée, et en même temps, je pense que c'est compliqué de se préparer avant de le vivre, en fait. Et du coup, bah, comment on s'habitue à ça? C'est pas simple, en tout cas au départ. Moi, je suis arrivée ici en début d'hiver, donc en novembre 2022. Donc, un taux d'ensoleillement très faible. Et puis quand le soleil est là, tu sais, il reste à l'horizon, donc le soleil ne monte pas, donc, euh, donc voilà. Et puis ça dure pas longtemps. Le froid, enfin voilà, ça a pas été simple. Au début, moi, ça a été plutôt la luminosité qui a été compliquée. Un peu un sentiment tu sais, de claustrophobie, quoi. Où tu te dis, j'arrive plus à respirer. Enfin voilà, il me faut de la lumière. Voilà, plus les étendues de forêt immenses et ce calme permanent. J'avoue qu'au début, ça a pas été simple. J'avais vachement la trouille. Pas mal d'anxiété aussi, et puis bah, petit à petit on s'apprivoise, en fait, le territoire et moi, finalement. Et maintenant c'est l'inverse, enfin je kiffe ma life, comme on dit. Ouais, c'est chouette, tant mieux, heureusement. Mais c'est vrai que ça doit être impressionnant, parce que, enfin, je ne peux qu'imaginer, tu me diras si c'est le cas, mais de faire face à ce silence, à ce calme, il y a une espèce de confrontation presque à une métaphore de la mort dans la vacuité, en plus avec ces manteaux de neige blanc, presque la lumière du grand départ, non? J'ai l'impression. Un petit peu, ouais, un petit peu, on peut le voir comme ça, ouais. On peut le voir comme ça. Après, attends, c'était quoi ta question? Excuse-moi.
Je crois pas qu'il y avait une Il y avait question, pas vraiment une mais qu'en question, gros, ouais. ce que ça faisait, tu parlais de peur et presque et d'angoisse aussi, hein, tu as Ouais, utilisé le c'est terme ça. d'angoisse. Mmh. Si tu voilà, moi je rattachais ça à une forme de peur du vide, de peur de la vacuité et ce qui se cacherait derrière, ça serait peut-être une peur de la mort. Donc je sais pas si c'était ton cas, si toi tu l'as vécu comme ça ou si c'est juste aussi l'isolement. Comment on gère l'isolement familial, amical, parce que je suis pas sûr que, comme tu dis, tu es dans une maison au milieu des bois. Ouais. Pas sûr que tu croises beaucoup de voisins tous les jours. Je peux, si. C'est les mêmes tout le temps, mais si, je peux les croiser tous les jours. Il y a quand même une communauté. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, il y a de la vie, et il y a une qualité de vie pour le coup qui est très précieuse, en tout cas pour moi, ici. En fait, au départ, c'est un peu, tu sais, moi j'arrivais ici avec ma mentalité de française, donc euh, très démonstrative, pas mal ancrée aussi dans des fonctionnements un peu passifs-agressifs. Je pouvais être dans la brutalité, enfin, tu vois, des choses un peu typiquement françaises finalement, je pense, très portées par l'ego, etc. Finalement, ici, tu ralentis, tu te prends une petite claque qui fait que tu es obligé de mettre ton ego de côté. Enfin, je veux dire, forcément, quand tu es face à certaines températures, à certains sentiments d'anxiété, etc., voilà, ça te fait redescendre de tout ça. Et au final, pour moi maintenant, c'est vraiment le territoire, c'est un territoire empreint de douceur en fait, malgré l'hostilité, comme tu disais. Enfin, pour moi, c'est vraiment, ouais, c'est empreint de douceur. La population euh, est très gentille en fait. Il y a quelque chose de gentil dans l'air, dans le quotidien tout le temps. Euh, et du coup, euh, et du coup, non, c'est plein de vie en réalité. C'est plein de vie, c'est très calme. Moi, c'est un territoire qui m'a appris à être moins en force, tu sais, dans quelque chose de l'ordre un petit peu, entre guillemets, de la combattante, et à accepter ma vulnérabilité, à me réconcilier avec cet aspect-là de moi-même. Et finalement, tu passes du côté plutôt de la douceur que l'inverse, quoi. Ouais, enfin, tu me diras, je sens une forme de lâcher prise, voire presque de soumission. J'ai le terme de soumission à plus grand que soi, finalement, à cette nature, à ce rythme, à ces contraintes, entre guillemets, en tout cas, ce qui peut paraître au début des contraintes. Et finalement, quand on s'y abandonne, Ouais, c'est ça. comme tu dis, on trouve une douceur. Il faut lâcher les rênes en fait. Il faut apprendre à lâcher les rênes et ça c'est pas évident à lâcher ce truc de chercher à être dans le contrôle tout le temps. Donc ça demande du temps, un apprentissage, mais une fois que tu as lâché les rênes, c'est que du bonheur quoi. Ici. En parlant de rennes, très mauvais jeu de mots, mais du coup, les animaux sauvages, comme je te suis sur Instagram, souvent tu postes des stories alors pas forcément des animaux eux-mêmes, mais souvent de traces laissées par des animaux, d'empreintes. C'est quoi la faune locale? Eh ben, c'est varié, hein. C'est beaucoup d'élan. Donc, la première fois que j'ai découvert des traces d'élan, je me suis dit quelle horreur, je vais me faire écraser, c'est extrêmement dangereux. Bah, tu sais, on dirait un dinosaure. Enfin, si j'exagère un petit peu quand même, mais c'est une trace. Enfin, t'as des élans, tu vois, les grands mâles, ils ont des traces plus grandes que mes mains, quoi. Euh, et du coup, ouais, c'est hyper impressionnant. Donc voilà, on a les élans, on a les ours. Donc c'est pareil, les ours, ça te recale un petit peu dans un rapport différent au monde qui t'entoure, parce que bah ils sont là. Enfin, tu vois, récemment j'ai trouvé des poils d'ours pas très loin de chez moi. J'ai un ours qui est venu faire ses besoins dans mon jardin. Donc ils sont là en fait, pas loin, tout autour.
Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le lynx dans les animaux un peu emblématiques. Le lynx. Donc, en fait, je pose des caméras, tu sais, des pièges caméras en forêt. J'adore rentrer dans l'intimité en fait de la faune sauvage. Et du coup, les caméras, c'est un trésor pour ça. Quand tu arrives à trouver un chemin, enfin quand tu arrives à trouver certaines empreintes ou d'autres types de traces, que tu poses ta caméra et que tu te trouves face à un lynx, voilà, c'est magique, quoi. Donc ouais, on a un lynx dans le coin, on a des hermines, on a pas tellement de rennes finalement, puisqu'ils sont un petit peu plus au nord en fait. Et puis les rennes ne sont pas sauvages, ils sont semi-sauvages, c'est des rennes d'élevage. On a des loutres, on a des castors, on a des blaireaux, on a plein de copains, quoi. Des petits oiseaux aussi, je te vois souvent à l'affût des petits oiseaux. Ouais, on a la chouette lapone aussi, qui est la plus grande chouette du monde, donc autant dire que c'est magique aussi de la croiser. T'arrives du coup en dehors des traces qui sont laissées, alors des traces de pas ou des traces organiques, est-ce que tu arrives à aller voir en dehors des pièges caméras que tu poses? Ouais. Et est-ce que du coup tu te sens, est-ce que tu vas te promener comme ça autour de chez toi en sachant que potentiellement tu vas tomber sur un ours ou un lynx ou... Alors ça a été un apprentissage aussi, tu vois, comment dire ça, d'arrêter de lutter contre mes peurs en fait. J'y arrive pas tout le temps, hein. Il y a des moments où c'est plus simple que d'autres, mais oui, je vais me promener tous les jours. En fait, j'ai 2 chiennes, donc je les sors tous les jours. Après, je fais des balades plus ou moins longues. Mais oui, je vais me promener tous les jours et mes voisins, en fait, je vis dans un hameau où on est 4 familles. Donc, je suis très en lien avec notamment une famille et un des fils qui m'a initiée, en fait, si on peut dire, à la faune autour de chez nous. Mais du coup, oui, j'ai déjà vu des élans, j'ai déjà vu... qu'est-ce que j'ai déjà vu? J'ai déjà vu plein de trucs, en fait. J'ai déjà vu une chouette lapone, beaucoup d'élans tout le temps, un glouton, tu sais, les Wolverines, là. Enfin, ouais, j'ai déjà vu pas mal d'animaux. Et avec les familles qui t'entourent, du coup tu communiques en anglais, j'imagine? Of course. C'est pas très fluently, mais oui, anglais, ouais. Et t'étais récemment j'ai vu que t'as fait un marché de Yule, c'est ça? Ouais, exact. Ça s'est bien passé? Ouais, c'était top. Ouais, c'était génial de découvrir comment se passe un marché de Noël ici. Alors après, moi, j'habite près d'une petite ville, en fait, près de Skellefteå. Donc c'est pas les gros marchés de Noël de Stockholm, tu vois, des grandes villes de Scandinavie. Mais en tout cas, c'était top de découvrir les traditions aussi autour des marchés, les danses avec, tu sais, les chalumeaux, le Julebok, donc c'est le bouc de Yule en fait qui était censé faire peur aux enfants à l'époque, leur laissait des petits messages pour leur faire peur, etc. Donc ouais, c'était très chouette, c'est une ambiance très familiale. Je me suis un petit peu caillée, mais c'était très chouette. J'imagine, ouais, déjà en France, quand je vois les stands, les personnes qui tiennent leur stand, je me dis, oh là là, les porcs, ils doivent avoir froid, alors j'imagine même pas là-haut. Après, t'es équipé ici, hein. Peut-être qu'on n'a pas tout à fait les mêmes équipements ici. C'était la première fois que tu faisais un marché artisanal où t'exposais tes œuvres? En Suède, ouais. Ouais, c'était la première fois. Ouais. Ouais, c'était la première fois. Du coup, c'était un peu savoir si ça allait plaire ou pas. Et ouais, effectivement, ça a plutôt plu. Donc, pourtant, j'étais pas du tout dans le thème de Noël. Tu vois, ce que je fais, c'est quand même pas. On n'est pas sur des petits lutins et des Pères Noël, mais j'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc, bien contente à refaire. Trop cool. Bah justement, c'était la transition parfaite pour parler de ton travail artistique. Depuis quand t'es artiste illustratrice? Parce que tu nous as dit que t'étais éducatrice spécialisée au Ouais, départ.
C'est ça, ouais. Et est-ce que l'illustration a toujours fait partie de ta vie? Alors plus ou moins, en fait j'ai créé mon entreprise en 2020, donc le Duc Va-Nu-Pieds. Ouais, c'est ça, en 2020, pendant le Covid, comme beaucoup en fait. Avant ça, j'ai toujours créé en fait tout un tas de trucs, mais j'ai démarré en fait avec une formation dans la céramique au départ, avant d'être EduxP en fait. Donc pas grand chose à voir avec l'illustration, sachant que j'étais plutôt dans le tournage. Et puis c'est resté, et puis je dessinais en parallèle, je faisais d'autres trucs, voilà. Et puis en fait j'ai eu envie de me mettre à mon compte, sauf que quand tu fais de la céramique, il faut avoir un espace à toi, il faut avoir un matériel assez conséquent. Un tour, un four pour cuire, etc. J'avais pas la possibilité d'avoir tout ça, et en fait j'ai développé un petit peu plus que ce que je faisais avant l'illustration du coup, et je suis arrivée un peu au culot, je dirais quand même. C'est pas, j'ai pas, comme j'entends certaines personnes qui disent j'ai toujours dessiné, tu vois, depuis tout petit à fond. Alors moi oui un peu, mais pas tellement en fait. Donc donc j'ai vraiment développé ça en 2020. Et tu t'es entraîné enfin, tu t'es réalisé en autodidacte ou t'as suivi des cours, tu t'es spécialisé dans est-ce que t'as suivi je sais pas, des formations ou des entraînements? Ouais, si, des stages pas mal autour du modèle vivant, des choses comme ça. Et puis après, non, c'est en bossant toute seule en fait. Hein. Tu prends un carnet, tu t'entraînes. Donc plutôt autodidacte en fait. Mm. Bon, moi, j'adore ce que tu fais, hein, on en a déjà parlé, on en reparlera sur les jeux, sur les 2 oracles que tu as illustrés. Mais avant d'en venir à la cartomancie, aujourd'hui, tu te sers de supports hyper divers, finalement, pour réaliser tes illustrations. Ben ouais, j'avais envie de revenir un peu à mes premières amours en fait, c'est-à-dire plutôt du côté de l'artisanat. Tu sais, moi j'aime bien quand je fabrique des choses m'engager corporellement. Et du coup, bah là, ouais, j'ai décidé de ramasser du bois, de couper du bois, de poncer du bois et de peindre dessus. Et je m'éclate à faire ça. Donc, euh, donc ouais, j'ai essayé d'associer un peu artisanat et illustration finalement avec tout ça. Et on retrouve la connexion à la nature dans tout ton travail artistique, en tout cas dans celui que tu réalises en ce moment. Moi, ce que je vois, les œuvres que tu crées en ce moment, c'est souvent beaucoup de représentations animales ou de paysages, de végétaux. Ben, ça fait, en fait, ça fait longtemps que c'est présent dans ma vie, la relation à la faune sauvage, notamment avec le hibou grand-duc quand j'habitais en France, pardon, d'où le nom le duc Va-Nu-Pieds. Et du coup, ouais, là, j'avais vraiment envie de créer des choses qui me reflètent vraiment moi dans mes profondeurs, quoi, on va dire ça comme ça, dans mes vrais amours, quoi. Comment tu sens cette connexion Est-ce qu'il y a une forme, alors je sais pas, de chamanisme ou d'animisme ou de communication presque animale dans ton travail? Parce que, enfin, moi, de ce que j'en vois, c'est quand même très vibrant. Tes œuvres, moi, je les trouve très vivantes Ça me et fait même plaisir à que tu distance, tu vois, avec. alors, bah, oui, je m'intéresse à l'animisme depuis longtemps et aux traditions ancestrales. Le chamanisme en lui-même, j'ai un petit peu de mal avec ce mot-là. En fait, je trouve que c'est un mot fourre-tout. Euh, et du coup, ouais, j'ai un petit peu de mal. J'ai un petit peu de mal. Il y a quelque chose. Il peut y avoir quelque chose un petit peu de dogmatique, je trouve, autour du chamanisme et de très égocentré finalement.
Et du coup, personnellement, j'adhère pas à ça. Après, si je devais plutôt me placer d'un côté, ce serait plutôt du côté de l'animisme, bien que j'ai pas du tout été élevée, voilà, dans une communauté animiste où on parlait aux chouettes, quoi. Enfin, tu vois, pas du tout. Mais en tout cas, j'essaye de rester vigilante, de casser un petit peu ma construction, en fait, pour prendre en compte les êtres qui m'entourent, ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de communication animale? Peut-être. Euh, je sais que je vis des expériences avec les animaux. Après, est-ce que c'est... tu sais, j'aime bien parler, quand on parle d'énergie, etc., j'aime bien parler de poésie, en fait. Je pense que c'est aussi une vision poétique de la vie et du coup, est-ce que c'est moi qui me raconte des histoires? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Enfin, peu importe finalement, mais en tout cas, oui, ça me fait bien vibrer et puis ça me nourrit, quoi. Ça nourrit ton art et ton art nourrit aussi cette relation que tu as finalement avec la nature. C'est vraiment un cercle, enfin moi ce que je vois là, c'est un cercle vertueux finalement qui va dans les deux sens. Ben, je l'avais jamais vu comme ça, tu vois, dans le sens où mon art nourrit ma relation aux animaux, mais aux sauvages. Mais oui, ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que je me plonge dans un univers pour le coup, puis je suis partie, quoi. Une forme de voyage. Ouais, c'est ça. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers du terme animisme, comment toi tu l'expliquerais, tu le définirais? Pour toi, ça englobe quoi? Ça traduit quoi pour toi dans ton expérience? Bien évidemment, on est sur des choses du subtil, donc forcément, on reste dans un domaine de croyance personnelle. Ben, l'animisme, en fait, je dirais que c'est un rapport au monde bien particulier qui part du principe que ben tous les êtres vivants, y compris pour certains les pierres, enfin certains les considèrent vivants, d'autres non. Euh, mais du coup, voilà, qui part du principe que chaque être vivant est doté d'une âme, d'un pouvoir de communication, d'un système à part entière. On n'est pas dans un rapport, dans l'animisme, on n'est pas dans un rapport de hiérarchie entre humain et sauvage, monde sauvage. On n'est pas dans un rapport de domination et de... Comment dire ça? euh, L'objectif, ça va évidemment pas d'être d'utiliser absolument toutes les ressources pour la cause humaine. Ça va être voilà, de faire des choix en conscience, d'utiliser certaines ressources en conscience et de voilà, d'avoir en tête que les animaux ou même les plantes, les champignons, les pierres communiquent entre eux, entre elles, et que nous on fait partie de tout ça en fait, et qu'on a une place à prendre et à leur laisser aussi. Donc c'est des croyances qui sont beaucoup en lien avec des peuples ancestraux, enfin c'est des croyances ancestrales en fait. Voilà. On parle aussi du coup de forcément de communication avec les défunts, avec les ancêtres, etc. quoi. Oui, c'est une forme d'écosystème dans lequel l'humain s'inscrirait, mais de manière respectueuse et non pas viendrait Avec humilité, ouais. exploiter et se servir de la nature. Et c'est ça qui me dérange justement pour rebondir sur le chamanisme par moment. Je veux pas généraliser parce que je pense qu'il y a autant de entre guillemets de chamans que de personnes, mais j'ai un peu l'impression parfois que euh, pour certains, voilà, c'est utiliser la nature pour faire valoir leur qualité de chaman qui peuvent être un petit peu au-dessus de celles des autres, etc. Alors que
Enfin, pour le coup, moi, je suis persuadée que tout le monde a les mêmes possibilités et les mêmes capacités. Après, on décide de les développer ou pas. Mais ouais, voilà. Une forme d'exploitation du terme chamanisme et d'ego spirituel finalement Ouais, qui se c'est ça. cacherait derrière. C'est ça, ouais. Et cette vision animiste, elle préexistait, cette façon que tu avais d'aborder le monde et notamment le monde sauvage, elle préexistait à ton déménagement en territoire sami ou pas? Ou ça s'est vraiment ouvert, développé à ce moment-là? Bah, je crois que c'est né, je dirais que c'est né, en fait, j'ai fait un premier voyage au Mali quand j'avais 17 ans. Donc j'ai eu de la chance de partir comme ça à 17 ans avec une association de jumelage, tu vois. Enfin, et j'ai assisté, autant j'ai assisté à des rituels sur place, et puis j'ai ressenti des choses en termes de connexion, tu sais, que j'avais jamais. J'avais, je pense, déjà ressenti des choses étant enfant, mais tu sais, pendant la période adolescente, après, souvent tu mets des barrières, tu veux rentrer dans les cases, surtout ne pas être différent des autres, etc. Donc je pense que j'avais mis un peu des barrières à tout ça. Et du coup, ouais, je dirais que c'est mon voyage au Mali qui a relancé un petit peu la machine. Et puis après, les aléas de la vie, tu viens, tu vas, tu te reconnectes un peu plus. Parfois, tu ne l'es plus du tout parce que tu es pris dans un quotidien particulier. Enfin, C'était quoi cette expérience, si tu veux bien nous la raconter, cette expérience au Mali qui a eu l'air quand même d'être assez marquante? bah, au final, c'était pas grand-chose, hein, parce que c'était vraiment une expérience de connexion, si tu veux, un ressenti où je me retrouvais. J'adorais en fait aller me promener toute seule au milieu du Sahel. Donc j'étais avec un groupe de jeunes. On était 11 jeunes. Et moi, j'aimais bien aller me promener toute seule, en fait, au milieu du Sahel. Et à un moment donné, je sais pas, tu sais, tu te poses, tu t'observes. Et puis, j'ai senti, voilà, une connexion forte entre le haut, la terre, etc. Une espèce d'énergie qui me traversait. Et ça a été assez puissant, ouais. Au final, c'est pas grand-chose, mais à ce moment-là, c'était assez puissant. Et puis, j'ai assisté à ce qu'on appelle la danse des femmes dans le village où j'étais, où tu te fais, en fait, les femmes te font voler comme des poules, tu sais, et quand quand tu atterris, tu dois imiter la poule, en fait. Et puis voilà, t'es pris dans un truc avec les tam-tams, tu vois, les gens qui crient, il faisait nuit, enfin voilà, t'es pris dans un espèce de transe. Donc ouais, c'était bien balèze. Et cette connexion au tout, aujourd'hui, tu la vis alors au quotidien, je sais pas, mais en tout cas, est-ce que ça fait vraiment partie de... Est-ce que c'est une régularité, une constante quand même chez toi ou ça reste des épisodes très marqués, très, très limités à des moments très précis? Mais je dirais que depuis que je vis ici en Suède, c'est, je pourrais dire omniprésent, ouais. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est apaisé en moi, et qui du coup a laissé la place à tout ça finalement. Enfin, en termes d'énergie, en termes de volonté d'explorer le monde sauvage, etc. Et puis comme je te dis, enfin voilà, je vis vraiment au fin fond d'un bled, donc donc en fait, ouais, je suis tout le temps en train d'observer des trucs, de trouver des trucs par terre, de faire des découvertes, de ressentir des choses. Ici, il y a beaucoup de grands corbeaux, par exemple. Tu vois, en France, ils sont en voie d'extinction. Ce qu'on appelle souvent corbeaux en France, c'est en fait des corneilles. Donc ici, on a beaucoup de grands corbeaux. Et j'en ai plein. Et voilà, tous les matins, je discute avec les grands corbeaux, quoi. Pour te dire, est-ce qu'on communique vraiment? Je ne sais pas, mais j'aime bien croire à ça, quoi.
Et ces ressentis, cette énergie, du coup, c'est ce que tu ressens aussi quand tu es dans un processus créatif? Ou est-ce que ça t'accompagne dans ce processus créatif? Je dirais que ça dépend des moments. Ça dépend. Quand tu crées, tu sais, il y a en tout cas au niveau de l'illustration, tu as des moments où c'est plus fluide que d'autres. Des moments, alors ça va dépendre de ton humeur, ça va dépendre de est-ce qu'il y a du bruit autour de toi ou pas, ça va dépendre de la facilité de l'illustration. Enfin, tu vois, en tout cas, ton aisance à illustrer tel ou tel objet ou enfin chose, animal ou voilà. Mais oui, ouais, ça m'arrive, ouais, d'être bien sûr, ouais, d'être dans un état de te sentir connecté, quoi. J'essaye en fait avec le dernier oracle que je suis en train de créer, donc qui est pas fini. J'essaye vraiment de faire passer. Donc je représente des animaux, donc un animal par carte, et j'essaie vraiment de faire passer des caractéristiques physiques, biologiques, mais aussi symboliques de l'animal à travers ces cartes. Donc forcément, t'es obligé quand même à la fois de faire des recherches et de faire marcher ton ressenti pour ça, quoi. La transition parfaite, du coup, pour parler de cartomancie, pour faire le lien entre tes créations artistiques et la cartomancie, puisque donc tu es en train de travailler sur un 3e oracle, ça sera le 3e. Ouais, tout à fait. Comment c'est arrivé dans ta vie, la cartomancie? Est-ce que ça a préexisté à la création de ton premier oracle, ou finalement tu t'es retrouvé un petit peu par hasard, je mets des gros guillemets à par hasard, à illustrer un premier oracle et à rentrer dans cet univers-là à travers ce premier oracle? Ben non, c'était là. Alors, j'ai pas été élevée dans une famille où on utilisait les cartes. Euh, dans ma famille, on est plus, en tout cas ma mère et moi, on est plus dans des croyances autour des défunts, de la communication avec les défunts, mais pas tellement autour des cartes. Mais du coup, ma mère a eu une amie à un moment donné qui tirait les cartes. Et du coup, moi j'avais un petit peu de mal justement avec ça parce que je trouvais qu'elle utilisait les cartes, mais j'étais adolescente, hein. J'étais jeune et du coup je trouvais qu'elle utilisait les cartes pour leur faire dire ce qui l'arrangeait elle, tu sais, pour arriver un peu à ses fins, j'avais l'impression. Du coup moi ça m'a bloquée, donc j'ai pas poussé outre mesure. Au niveau de la cartomancie. Après, j'ai plus poussé sur d'autres niveaux, enfin, voilà, toujours en lien avec les défunts ou bien avec le monde sauvage, etc. Et puis, je sais pas, il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré 3 amis avec qui on a été amenés à travailler ensemble, dont une qui tirait les cartes. Et je peux dire que c'est elle qui m'a réconciliée en fait avec la cartomancie et qui m'a voilà, qui m'a montré qu'on pouvait tout à fait utiliser les cartes sans être dans une forme de manipulation vis-à-vis des gens qu'on a en face. Enfin voilà. Et puis du coup, de fil en aiguille, avec ce groupe de potes là, du coup, j'ai proposé un jour de créer un oracle qui est devenu l'oracle de la Dame de l'Ombre. Et voilà, au départ, en fait, on était donc ce groupe d'amis plus moi a créé donc ce jeu. Donc une amie au livret, un à plus qui était infographie, etc. Et moi à l'illustration. Et puis on a eu un peu on n'était pas tout à fait dans les mêmes énergies. Je dirais, tu vois, eux étaient plus pris par leur quotidien, par ma copine, par exemple, qui devait écrire le livret, était en plein déménagement, une famille avec des enfants, etc. Donc, on n'avait pas le même rythme. Et du coup, voilà, du coup, moi, j'ai donné un peu une autre mesure à tout ça. Et puis après, voilà, j'ai rencontré Solène et Nick Starro, pardon. Et, euh, et puis voilà, on en a fait notre petite affaire.
Oui, t'as repris le lead sur un projet qui était au départ commun. Ouais. T'as repris le lead parce que t'as senti que ce projet, il fallait qu'il aboutisse, qu'il voit le jour. Bah moi, il fallait que ça sorte. Hein. J'étais vraiment, pour le coup là, j'étais en plein dans mon énergie brutale, tu vois, sans rentrer dans les détails, mais voilà, j'avais vécu des choses pas très cool dans ma vie intime juste avant, et fallait cet oracle, je l'ai vécu un peu comme un cri en fait. Il fallait vraiment que ça sorte. Je pense que j'avais besoin de prouver quelque chose aussi. Enfin voilà, il y avait quelque chose d'assez thérapeutique finalement dans cet oracle. Donc oui, j'ai repris le lead puis voilà. T'as été bien reçu par tes amis ou? Bah ça n'a pas forcément été simple. Notamment avec la copine qui devait écrire le livret, mais sans. Alors, moi, j'ai pas tellement pris de pincettes aussi pour. J'ai été un peu brutale dans ma façon de lui dire qu'il fallait que ça avance plus vite et que j'avais envie d'y donner une autre dimension. Donc, il y a eu un petit moment de friction. Ouais, de friction. Je cherchais le mot, mais voilà, on n'est pas resté là-dessus, quoi. Et du coup, c'est là où tu as rencontré Solène, donc du compte Nyx Tarot. Ouais. Compte qui n'existe plus d'ailleurs, mais oui. Oui, effectivement, c'est ce que je suis allé vérifier aussi tout à l'heure. Et donc, c'est Solène, donc tu t'es retrouvé à collaborer avec Solène, que tu connaissais pas spécifiquement, Non, particulièrement. je suis allée chercher en fait. Ma pote là qui devait écrire le livret avec moi me poussait à ce que moi j'écrive le livret toute seule, et en fait je me sentais absolument pas légitime dans le fait de pondre un livret toute seule. Je me sentais pas suffisamment ancrée justement dans la cartomancie pour faire ça. Et du coup, je suis allée chercher sur les réseaux. En fait, faut savoir que j'ai découvert les réseaux en créant mon entreprise. Tu vois, je connaissais pas Instagram avant ça, en fait. Mais bon, bref, du coup, je suis allée chercher un petit peu sur les réseaux, et ouais, j'ai découvert le compte de Nyx Tarot, et ce côté rock'n'roll, le lien qu'elle faisait entre la musique et le tarot. Enfin, ça m'a parlé fort. Son côté décalé aussi dans les interprétations qu'elle pouvait proposer. Et du coup, voilà, je lui ai proposé au bout de 6 mois. Je crois que ça faisait 6 mois qu'on avait démarré le projet. Donc, il y avait une bonne moitié des cartes qui étaient illustrées déjà, et puis elle a accepté, et puis c'était parti, quoi. Et la coopération s'est hyper bien passée puisque vous en avez créé un deuxième. Oui, c'était hyper chouette, ouais. C'était hyper chouette. C'était très énergivore. Enfin, forcément, hein, quand tu crées un deck, c'est assez énergivore en fait. Mais ouais, c'était super. Le deuxième, on l'a créé, mais pour le coup, je suis pas sûre qu'on y ait mis les bonnes énergies, les mêmes énergies dedans. Moi, je me sens moins en accord avec le second qu'avec le premier, pour être tout à fait honnête. Je fais pas ma propre pub pour le coup. Je fais même un peu de la contre-pub, hein, mais le premier, autant me reflète bien, me parle fort. Le second, un peu moins. C'est hyper intéressant. Déjà, je trouve que c'est effectivement très bien de dire que c'était énergivore et que vous avez tout donné sur une création. Souvent, on parle des processus créatifs, artistiques. On se rend pas souvent compte de tout ce que ça peut demander en termes de temps et d'énergie. Donc ça, je trouve ça très chouette que tu le mentionnes. Et alors, moi, je t'avoue que je l'ai pas exploré, le deuxième qui s'appelle Odysseia, c'est ça? Ouais, l'oracle Odysseia. Mais par contre, le premier est incroyable. Enfin, C'est moi, gentil. je le trouve exceptionnel. Donc, ça t'embête pas peut-être de détailler, d'approfondir un petit peu ce décalage d'énergie que tu sens entre ces deux œuvres. En même temps, ce sont deux oracles très différents.
Et puis je pense qu'il n'y a pas une œuvre qui peut ressembler à une autre, mais de là à ce que toi ne t'y retrouves plus, qu'est-ce qui pour toi s'est passé pour avoir ce ressenti-là aujourd'hui? Alors pour le coup, je vais parler pour moi. Je parle pas au nom de Solène, hein, je parle vraiment en mon nom à moi. Mais je pense que le second, je me suis lancée là-dedans pas pour les bonnes raisons. Pas pour des raisons de cœur, si on peut dire ça comme ça. Je pense que j'y suis allée un peu plus pour des raisons commerciales. Tu sais, en me disant, voilà, c'était un petit peu la vague autour des mythologies européennes. Et voilà, je pense que je suis allée là-dedans en me disant que ça allait bien marcher, que ça allait certainement plaire. Alors, après, je ne peux pas dire que j'y ai pas du tout mis de cœur, ce serait faux. Enfin, on a travaillé pendant 1 an et demi dessus, donc forcément, tu mets même des tripes, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il est moins authentique que le premier. Peut-être moins sincère, si on peut dire comme ça. Et je sais pas quoi te dire de plus. C'était une co-initiative de la part de Solène et toi, ou c'était plus Solène qui t'a proposé ce projet? C'était plus moi, en fait, au départ. Si tu veux, j'avais dessiné Méduse. Et puis, partant de cette illu, j'ai proposé à Solène, voilà, est-ce qu'on remettrait pas ça? Alors moi, j'avais très envie de continuer à collaborer aussi avec Solène. Donc je pense que c'est aussi ça qui a fait que je me suis un peu précipitée dans la création de ce deuxième oracle. Je savais aussi que la mythologie, c'était son dada, mythologie européenne, c'était son domaine. Et d'ailleurs, elle a pondu un livret dans cet oracle qui est, je sais plus combien il fait de pages, mais qui est hyper complet sur les divinités qu'on aborde. Mais ouais, voilà, c'était. Je pense que je me suis un peu trop précipitée et, et voilà. Alors c'est vrai que pour le coup, je te disais, moi je l'ai pas exploré, mais je l'ai quand même eu entre les mains puisque j'ai eu la chance, le privilège, l'honneur d'être revendeur déjà de l'oracle de la Dame de l'Ombre, version indépendante et auto-éditée, on reviendra dessus, et de l'oracle Odysseia. Donc je l'ai eu entre les mains et effectivement, moi j'ai quand même été très agréablement surpris parce que pour le coup sur la campagne, puisque vous avez fait des campagnes de financement, Ouais. j'avais moins eu le coup de cœur que sur le premier, mais en l'ayant entre les mains, je l'ai quand même trouvé bien plus beau que ce à quoi je m'attendais, et plus vibrant aussi, et c'est vrai que le livret est impressionnant. Hein. Ouais. Ouais, pour les fans de mythologie européenne, allez-y quoi. Allez-y. Après, ouais, moi c'est un domaine qui me parle moins, la représentation humaine me parle moins aussi, donc forcément, voilà. Mais après, effectivement, je pense qu'il a des choses à apporter aussi, peut-être sur des plans qui me parlent moins à moi, mais qui parleront à d'autres. Et donc là, tu travailles sur un troisième, et celui-là, tu travailles toute seule? Ouais, du coup, ça y est, je me sens légitime pour écrire un livret toute seule. Donc ouais, j'ai commencé il y a un moment déjà, je crois que j'ai commencé à peu près en arrivant en Suède, donc il y a 2 ans à peu près. Alors c'est pas évident de créer toute seule, enfin en tout cas c'est pas pas du tout le même rythme, la même énergie que quand t'es deux. Quand t'es deux, voilà, quand il y en a un ou une qui perd un peu le rythme ou qui a un peu moins le moral ou qui a l'impression de pas y arriver, l'autre l'aide à remonter un petit peu la pente et inversement. Quand t'es tout seul, quoi. Donc ouais, c'est pas le même rythme. Après, ça me tenait à cœur pour le coup de le faire toute seule parce que c'est un sujet qui me passionne et j'avais pas envie de partager ça avec quelqu'un, en fait. Et puis au final, voilà, j'ai décidé de prendre mon rythme. Je crois que j'ai
illustré à peu près 35 cartes pour le moment. J'ai commencé un petit peu à écrire le livret. Et puis là, j'ai décidé de faire une petite pause, j'en avais marre. Donc je me suis pas forcée à continuer à produire et du coup à risquer de mettre des énergies peut-être pas forcément cool dedans. Ouais, je creuse, j'y vais à mon rythme. Je sais pas quand il va arriver, mais il va arriver à un moment donné. T'as prévu combien de cartes? Parce que 35, pour un oracle, on s'approche quand même d'une jolie moyenne. Un oracle en moyenne, pour moi, c'est une quarantaine de cartes. Ouais, bah j'avais envie d'aller un peu au-delà. J'avais envie de proposer un truc bien complet. Je dirais, ouais, 45-50 cartes, à peu près. Après, tu sais, je me fais une liste avec les animaux que je veux représenter et au fil du temps, la liste s'agrandit. Donc je me dis qu'à un moment donné aussi, il va falloir que je mette un point et que je me calme. Mais ouais, quand tu commences, tu dis... donc là, j'ai parlé de lui, mais attends, mais lui, en fait, il peut représenter ça, parce que ça, je l'ai pas encore représenté, en fait, c'est trop cool, et ainsi de suite, quoi. Donc ouais, je dirais 45-50 cartes, à peu près. Ok, trop cool. Bah, en tout cas, quel que soit le moment où cet oracle arrivera, moi, je serai au rendez-vous, personnellement. Merci. D'ailleurs, tu as été notre sauveur, Nicolas, pour l'oracle Odyssée avec la campagne. Je tiens à le préciser quand même, puisque tu as participé en nous achetant des exemplaires et du coup, tu nous as permis de finaliser la campagne. Donc, merci. Bah, c'était avec grand plaisir. Ça m'aurait fait mal au cœur que ce projet puisse pas voir le jour, surtout à cause d'une campagne de préfinancement qui aurait pu être ratée peut-être de peu. Donc avec grand plaisir. D'ailleurs, justement, c'était ma question suivante. Donc à chaque fois, mes invités m'offrent toujours les transitions parfaites. Le boulot à ta place, quoi. Ouais, presque. Ouais. Et c'est pour ça que je prépare jamais rien. C'est pas la peine. Finalement, tout se déroule toujours de manière très fluide. Du coup, toi, t'as expérimenté l'auto-édition et la grande distribution, entre guillemets, la grande édition, puisque vous avez eu quand même la chance d'être... Enfin, je pense que c'est une chance, tu nous diras, mais en tout cas, c'est une forme de reconnaissance de votre travail, puisque l'oracle de la Dame de l'Ombre a été... les droits sur cet oracle ont été acquis par une maison d'édition. Ouais. Donc tu as vu les deux facettes du monde de l'édition. Et tu as aussi vécu 2 campagnes de préfinancement, de financement participatif. Donc j'aimerais bien avoir ton retour, que tu nous partages un peu ton expérience de ces 2 modes d'édition, des campagnes participatives, et peut-être avoir en filigrane tes préférences, ou en tout cas, je sais pas s'il y a une préférence, mais il y a forcément des avantages et des inconvénients aux deux. Ouais, donc, bien sûr, ouais. Eh ben, auto-édition, oui, en fait, on a fait 2 campagnes d'auto-édition pour l'oracle de la Dame de l'Ombre, puisqu'il a plutôt bien marché. Pardon, excuse-moi. Et ben du coup, ouais, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'énergie et en même temps beaucoup de plaisir. Donc moi, il faut savoir que je suis une grosse brêle avec tout ce qui touche à l'ordinateur, enfin tout ce qui est infographie, etc. C'est très compliqué pour moi. Enfin, en tout cas, j'y connais pas grand-chose. Donc voilà, en auto-édition, il a fallu que je regarde je ne sais pas combien d'heures de tutos pour comprendre comment faire tout ça. Donc tu sais, tu fais les cartes une première fois en montage, puis finalement tu te rends compte que ça va pas, donc tu les refais. Puis tu vas chez un premier imprimeur et il te dit bah non, en fait c'est pas le bon format, donc il faut que tu refasses. Ensuite tu changes d'imprimeur, donc tu les refais encore. Enfin, c'est pas mal d'aventures. Voilà, donc campagne de financement, du coup on est passé par une plateforme qui s'appelle KissKissBankBank, on voulait passer par une plateforme française.
Du coup, voilà, faut réfléchir quand tu crées une campagne, il faut réfléchir aux contreparties. Alors forcément, tu as la contrepartie principale qui est l'oracle, mais tu as des gens qui peuvent être intéressés pour te filer un coup de main sans forcément acquérir l'oracle, donc réfléchir à différents types de contreparties plus ou moins importantes, etc. Rédaction de la campagne, etc., etc. Après, pour l'oracle de la Dame de l'Ombre, en fait, on voulait passer au départ par un imprimeur français local, proche de là où j'habitais à l'époque dans le Bugey. Donc on l'a fait imprimer par cet imprimeur. Il se trouve que ça a été une catastrophe. En fait, il n'était pas spécialiste des cartes. Donc les cartes étaient, tu sais, à moitié déchirées. Enfin voilà, c'était une catastrophe. Les boîtes, c'était des boîtes en carton souple qu'il fallait que je plie moi-même. Donc j'avais commencé à plier toutes mes boîtes. Mais bon voilà, vu l'état des cartes, en fait on a dit non, donc on a réussi à se faire rembourser et au final on est passé par la Chine. Bien qu'au départ, voilà, on avait vraiment envie d'être sur un impact écologique moindre, mais voilà, dans la précipitation, les gens avaient déjà contribué, il fallait qu'on fournisse un produit fini. On est passé par la Chine. C'est vrai que c'est compliqué en France et en Europe de trouver des boîtes rigides. En Chine, ça se fait assez facilement, voilà. Du coup, on a fait comme ça. Ensuite, du coup, parallèlement, on a démarché une maison d'édition, je crois, qui était, je ne sais plus, j'ai mangé le nom, Alliance Magique, qui n'a pas répondu, voilà. Et puis finalement, on a été démarché par 2 autres maisons d'édition et du coup, on est parti avec les éditions Le Duc Ezo, donc qui s'appelle Animae maintenant. Et effectivement, c'était une forme de réussite pour nous. Enfin, bien que les 2 campagnes avaient déjà été une réussite, on était hyper contentes. Enfin, voilà, des retours positifs, de savoir que des gens utilisent ton jeu, les accompagnent pour cheminer, etc. Enfin, c'était déjà hyper chouette. Mais du coup, la maison d'édition, ouais, c'était une forme de reconnaissance. Maintenant, avec du recul, en toute honnêteté, je ne referai pas. Je ne repasserai pas par en tout cas, pas comme ça et pas par une grosse maison d'édition. Je dirais que, au final, je ne suis pas sûre qu'on y ait gagné grand-chose, puisque les montages étaient déjà tous faits. Tu sais, les montages des cartes, les montages du livret, de la boîte, on leur a fourni un peu clé en main, en fait. Donc on n'avait pas cet avantage-là, si tu veux, à traiter avec eux. Et puis on s'attendait à plus de visibilité par le biais en passant par une maison d'édition, ce qui n'a pas forcément été le cas. Au final, c'est plutôt aux créateurs de gérer leur propre com, même quand tu passes par une maison d'édition, en fait, chose qu'on naïvement on savait pas. Donc ouais, déception. Surtout que, tu vois, moi, je l'aurais bien proposé en anglais pour le coup, ce jeu-là, et puis finalement, on peut pas, puisqu'on n'a plus de droit dessus. Donc voilà, c'est chouette de l'avoir vécu. Je peux dire que, voilà, j'ai vécu cette expérience et que j'en retire des apprentissages, mais je pense pas que je referai. Je ferme pas totalement la porte, mais je réfléchirai à 2 fois, en fait. C'est un peu l'écho, d'autres échos que j'en ai eu effectivement sur ce gros défaut en tout cas de communication. Ouais. Parce que après j'en sais rien, hein, je suis pas dedans, hein, je suis pas dans les maisons d'édition. Je ne peux que supputer déjà parce que les grandes maisons d'édition se sont mises à faire beaucoup de projets de cartomancie. Ouais, c'est clair. Ouais. Sans forcément avoir des gens en plus qui s'y connaissent vraiment. Quand c'est pas leur cœur de métier. Donc
Mais c'est vrai que oui, j'ai déjà entendu sur d'autres maisons d'édition hein, ce gros manque finalement de visibilité, de communication. Et en fait, certaines se retrouvent à faire éditer leur jeu par une maison d'édition pour essayer de s'alléger un petit peu le travail. Et finalement, ces personnes font quasiment tout Ouais, le c'est ça. montage technique des fichiers. Et derrière, doivent en plus s'assurer complètement et indépendamment la com. Donc finalement, ils y perdent beaucoup. Bah c'est ça. Les droits d'auteur sont quand même pas énormes, donc quand tu pèses la balance, tu dis bon ben finalement qu'est-ce que j'y gagne quoi. Enfin donc ouais. Peut-être que ce serait pas mal qu'ils améliorent un petit peu ça là, les maisons d'édition. Je sais pas si on peut faire passer des messages comme ça. Mais... Je suis pas sûr que les maisons d'édition me suivent, moi personnellement, mais écoutez, Moi je s'il y suis en a qui sûre, passent par peut-être là. que si. Et ok, donc ça c'était pour l'oracle de la Dame de l'Ombre. Ouais. Et donc aujourd'hui, il est toujours édité par donc Animae. Je sais pas, ils ont changé aussi. J'ai pas regardé depuis, mais ils ont changé aussi le packaging. Ils ont refait. Ils les ont réimprimés avec leur nouveau nom d'édition ou ça reste Non. le Duc Ezo? Bah en tout cas moi sur la version que j'ai c'est le Duc Ezo dessus, ouais. Donc est-ce qu'ils en ont réimprimé je suis pas certaine. Euh, Parce que en plus du coup c'est pas forcément simple d'être en lien avec alors encore une fois je pense vraiment que ça dépend des maisons d'édition mais nous on a eu très peu de liens avec l'éditrice qui s'est occupée de nous. On a eu 2 éditrices en fait. La première était top, très en lien avec nous, on faisait régulièrement des échanges vidéo. La seconde on l'a jamais rencontrée, enfin donc en fait t'as pas vraiment c'est compliqué pour avoir des retours. Il faut batailler pour avoir des retours sur tes ventes, les éventuelles réimpressions, etc. Mais normalement, il est toujours disponible, en tout cas, Oui, il est toujours au moins dispo. sur Ouais. des plateformes de Ouais, vente. bien sûr, ouais. Et pour l'oracle Odysseia, du coup, vous avez refait une auto-édition. Ouais, pareil sur KissKissBankBank. La même, on a, ouais. Du coup, là, on savait un petit peu mieux comment ça marchait. Donc ça a été plus simple. Moi, j'ai quand même refait les montages infographiques plusieurs fois. Je pense que c'est la tradition, ça, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, deuxième campagne plus fluide, j'ai envie de dire, parce que tu sais un petit peu mieux comment ça se passe. On a eu de nouveau affaire à notre imprimeur en Chine. Donc pareil, on était déjà en lien avec eux. Donc ouais, plus simple. Plus simple. Après, c'est quand même toujours la même énergie quand tu fais une campagne comme ça. Enfin voilà, t'oscilles entre excitation, peur, satisfaction. Voilà, c'est vraiment un peu les montagnes russes quand même. Mais c'est chouette quand ton projet aboutit, c'est super quoi. Et de mémoire, du coup, tu étais parti, alors si ce n'est en pleine campagne, je crois juste avant que les jeux n'arrivent ou juste après. Enfin, non, il n'y avait pas eu quelque chose comme ça? Attends, comment non, je suis partie en Suède avant la campagne. Il y a un moment en fait où on a fait une espèce de pause avec Solène où on était chacune un peu prises par d'autres choses. Et du coup, on a lancé la campagne une fois que j'étais en Suède, avec un petit décalage du coup. Ok. Et aujourd'hui, les oracles Odysseia, il y a toujours, c'est toi qui gères les. Alors moi, j'en ai quelques-uns encore en boutique, et sinon, c'est toi qui gères toujours les ventes? Ouais, il est en place j'ai une boutique en ligne en fait, et du coup, il est en place bien au chaud sur ma petite boutique. T'as toujours des retours des ventes ou c'est calme? Toi, t'en fais peut-être pas non plus trop la pub depuis, je sais pas. Alors moi j'en fais assez peu la pub et globalement c'est un peu le jour et la nuit quand même avec l'oracle de la Dame de l'Ombre, il a beaucoup moins plu. Donc je fais quelques ventes de temps en temps, ça m'arrive, mais c'est pas
Autant l'oracle de la Dame de l'Ombre, il partait, tu vois, tous les jours, j'avais une ou plusieurs commandes. Celui-là, c'est beaucoup plus ponctuel. Donc j'ai mon petit stock à la maison. J'espère qu'il s'écoulera à un moment donné. Sinon, bah tant pis. Enfin voilà, je vais pas. C'est pas très grave non plus. Mais en tout cas, ouais, il est toujours sur ma boutique. Et ce travail logistique de vente et d'expédition que je connais un petit peu, comment tu le vis? Est-ce que ça te plaît? Ben moi j'aime bien faire ça, ouais. Je trouve ça amusant en fait de voir où les gens habitent. Tu vois, j'aime bien. J'ai l'impression de voyager quand je regarde un petit peu où est-ce que j'envoie tous mes petits colis. Voilà, et puis de mettre des petites attentions à l'intérieur. Non, j'aime bien faire ça. J'ai l'impression de jouer un peu à la marchande, tu sais, faire mes petits calculs, à noter mes petits trucs. Alors c'est certainement aussi parce que je vends pas énormément, tu vois, j'ai un rythme quand même assez tranquille. Peut-être que si je vendais autant que toi, j'en aurais marre, c'est possible. Mais en tout cas, à mon échelle à moi, non, je trouve ça chouette, ouais. Bon, ben on attend le 3e. En tout cas, moi, j'attends le 3e avec grande impatience. Bah merci. Je pense que je vais m'y remettre là. J'attendais que le marché de Noël auquel j'ai participé soit terminé. Et du coup, là, je vais rentrer en France pour quelques semaines pour les fêtes. Et je vais m'y remettre en rentrant là. À fond dedans. J'espère le finaliser, disons, autour du, tu vois, printemps. Pouvoir le sortir au printemps. Donc là, tu te projettes sur une nouvelle campagne de financement participatif et une nouvelle auto-édition? Alors, je me projette en auto-édition, ouais. J'ai bien envie de proposer un livret à la fois en français et en anglais, cette fois-ci. Et peut-être plutôt une campagne sur Kickstarter pour le coup. Il faut que j'étudie encore. J'ai pas totalement étudié tout ça, mais j'aimerais bien étendre un peu plus. Et puis ça serait cohérent du fait que je vive en Suède aussi, de pouvoir étendre un petit peu plus au niveau européen, voire international. Enfin voilà. C'est vrai que Kickstarter aura forcément plus de visibilité, mais nécessite une campagne et un produit final bilingue, ça c'est clair. Ouais. Et sur le processus d'impression, parce que bah, effectivement, t'en parlais, et c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent avec les créateurs et les créatrices avec lesquels je peux échanger, cette volonté de vouloir imprimer localement, de vouloir avoir un impact environnemental, un impact carbone le plus réduit possible, et en même temps de faire face aussi à une réalité qui fait que ben, ça reste déjà économiquement beaucoup plus cher et parfois très contraignant en termes de qualité, en termes de packaging, etc. Comment tu te projettes, toi, sur le 3e, si tu te projettes, hein, parce que peut-être que tu t'es pas encore... Si, je me projette complètement. Ben, pour le coup, là, j'aimerais pouvoir trouver de la production européenne. Je suis prête à renoncer à une boîte en dur, s'il le faut, en proposant, tu vois, j'ai quelques idées, mais en proposant autre chose que je pourrais fabriquer moi-même ou en tout cas customiser moi-même. Mais oui, non. Et puis vu le sujet, si tu veux, de mon oracle, je me verrais pas faire imprimer en Chine. Enfin, ça serait totalement incohérent par rapport à ce que je propose. Donc ouais, j'aimerais rester européen en tout cas. Très bien. Bah, plein de belles choses là-dessus. Si du coup, t'as déjà une idée, enfin pas une idée, hein, mais sans entrer dans le détail, mais est-ce que t'as repéré peut-être des solutions potentielles européennes? Parce que je sais que tu échanges avec d'autres créatrices, d'autres créateurs peut-être. Ouais, bah écoute, j'ai repéré quelques trucs, mais je me suis pas vraiment encore plongée totalement dedans. Donc j'ai repéré un peu des adresses, j'ai repéré, tu vois, des savoir-faire, etc. J'ai pas encore décidé par qui je vais passer. Il va falloir que j'explore un peu plus tout ça, ouais.
Mais j'essaye encore. Tu vois, là, il y a pas longtemps, j'ai envoyé encore des mails à des imprimeurs en Suède, près de chez moi. J'ai pas de réponse, donc je suppose qu'ils sont pas intéressés par ce type de projet, mais en tout cas, ouais, j'essaye encore de trouver des solutions encore plus proches de chez moi, mais je pense que ça va être compliqué pour le coup. À mon avis, il faut rester euh, à l'échelle de l'Europe, quoi. C'est étonnant, enfin étonnant, oui et non, ce que nous partages, parce que c'est ce que disait Célia aussi, avec qui j'ai échangé il y a quelques semaines, et qui disait que bah pareil, elle envoyait des demandes de devis, de projets, et en fait elle recevait peut-être une réponse sur 10, 15 Ouais, c'est fou. demandes. Ouais. Bah après, pour le coup, t'en conclus qu'ils travaillent pas, tu vois, qui font pas d'impression de carte, quoi. Mais c'est vrai que ben tu perds vachement de temps et voilà. Après, je me dis, étant donné que c'est pas le premier oracle, tu vois, j'ai un petit réseau aussi de créateurs créatrices qui s'est créé, donc voilà, il y a moyen aussi d'échanger des infos là-dessus. Généralement, on n'est pas avare, tu vois, d'échanges, donc on va bien trouver une solution. Oui, il en existe, oui, c'est sûr. Ouais. Et je voudrais terminer cet épisode parce que ben, je suis un petit peu contraint, encore une fois, moi, par l'heure aujourd'hui. Mais on a déjà, enfin, c'était déjà passionnant tout ce qu'on a évoqué, tout ce que tu nous as partagé. Mais je voulais quand même te poser la question de toi, ta pratique. Est-ce que tu as une pratique aujourd'hui de la cartomancie, ou est-ce que ça reste finalement juste un processus créatif, un support de processus créatif? Non, non, j'ai une pratique, ouais, bien sûr. J'ai une pratique, alors pas à un niveau professionnel, mais en tout cas, j'utilise les cartes pour moi et puis pour mes proches en fait. Donc j'aime bien mêler le versant euh, divinatoire et psychologique en fait. J'aime bien mêler les deux. Je reste ouverte à ce qui vient quoi. Après, j'utilise aussi mes cartes plutôt dans la communication avec les défunts, etc. Donc ouais, je pratique un petit peu. T'en as parlé plusieurs fois de cette communication avec les défunts. C'est vraiment quelque chose Est-ce que tu te qualifierais de médium du coup, ou Non, comment enfin, tu en parlerais? comment j'en parlerai? Alors attends, faut pas que je fasse trop long là parce que t'as ton rendez-vous derrière. T'inquiète, on a quand même encore du temps. Euh, pour faire court et sans rentrer trop dans les détails de ma vie perso, disons que j'ai été confrontée à la mort très jeune, au décès de proches très jeunes, dans des conditions assez dramatiques. Euh, donc voilà. Et du coup, je pense avoir eu une sensibilité qui s'est développée par rapport à ça. Et du coup, je communique ouais, régulièrement. Après, encore une fois, hein, moi, tout ça, c'est une histoire de croyance, c'est une histoire de rapport au monde, de ce qu'on a envie de se raconter aussi ou pas. Mais oui, je communique assez régulièrement avec mes défunts proches. Je leur demande des conseils, je leur demande comment ça va, tu vois, enfin des choses comme si ils étaient autour de moi en fait. Et ça depuis petite, ouais. J'ai une anecdote, quand j'étais petite, je devais avoir 7-8 ans, je pense. En fait, j'ai un oncle qui avait une maison avec un poulailler et avec des poules, des canards, des lapins, et du coup, je passais des heures dans le poulailler. Et en fait, un jour, j'ai, sans faire exprès, fait sortir toutes les poules du poulailler. Donc c'était la panique. J'avais vraiment la trouille, tu sais, de me prendre une brasse. J'arrivais pas, je leur courais après, j'arrivais pas à les faire rentrer, enfin voilà. Et en fait, j'ai demandé, donc j'ai perdu un grand frère, donc j'ai demandé à mon grand frère décédé de m'aider. Et schlac, toutes les poules sont rentrées au poulailler. Donc
une petite anecdote sympathique, quoi, tu vois, mais du coup, ouais, c'est présent depuis longtemps tout ça, avec des va-et-vient, avec des peurs à certains moments, et du coup tu fermes la porte, et puis finalement bah, elle se réouvre d'elle-même jusqu'au jour où bah, tu dis ok, c'est là, et acceptons-le, et c'est trop chouette en fait. T'as une forme de clairaudience ou de clairvoyance où tu leur parles et finalement c'est une forme de matérialisation, de concrétisation, comme ces poules qui rentrent. C'est une histoire que j'ai trouvée hyper touchante. J'en avais les frissons. Est-ce que tu as une forme de quelle est la forme de réponse que tu obtiens, tu vois? Est-ce que Alors je n'entends rien, j'ai essayé hein, de développer un petit peu ça, mais ça marche pas. Non, chez moi ça va être plus tu sais, des frissons, une histoire de ressenti au niveau de la peau en fait, beaucoup. Parfois un espèce de malaise, tu vois, des choses comme ça. Et puis concrètement, voilà, il y a des moments aussi où je communique avec eux. Tu vois, j'aime bien utiliser le pendule, par exemple. Donc, je communique avec eux par le pendule, et des choses, voilà, qui se matérialisent comme ça. Des histoires du genre des poules, j'en ai 20 000, tu vois. Donc, après, on y donne le sens qu'on veut bien y donner, encore une fois, mais... Oui, mais c'est vrai que c'est toujours quand tu as une forme de matérialisation comme ça de ce que tu demandes, c'est impressionnant. C'est vrai que ça ne peut que questionner. Moi, je me rappelle, pour petite parenthèse, mais en Ouais. lisant les mémoires de Bernard Werber, les mémoires d'une fourmi, il parle de sa rencontre avec Patricia Daré, qui est autrice médium, et sur un retour je crois que c'était le salon du livre de Brive-la-Gaillarde. Sur le retour, en fait, ils sont dans un train et elle doit s'arrêter à, je sais plus si c'est Châteauroux ou quelque chose comme ça, pour rentrer chez elle. Et en fait, le train est à destination directe de Paris. Et lui, il dit, mais c'est pas possible, tu peux, enfin, il faut que tu ailles à Paris. Et elle dit, t'inquiète pas, je vais leur demander. Et en fait, elle demande à ses défunts. Et quelques minutes après, suite à un incident, nous allons être obligés de faire un arrêt exceptionnel à la gare de Chaillot. Et Bernard Werber qui reste subjugué par... donc comme quoi, manifestement, tout est possible. Ouais, il y a des manifestations, on peut parler de synchronicité, mais il y a des choses qui se passent comme ça, des moments, et puis bien souvent ça arrive dans des moments clés de la vie, je trouve, tu sais, quand on est un petit peu coincé, en interrogation, voilà, tu as des clés qui te sont données, et puis après tu décides d'y croire, de les voir, de les utiliser ou pas, mais ouais, moi j'aime bien tout ça. Avec les cartes aussi. Ouais. Et du coup, tu utilises tes propres jeux ou tu as d'autres Ouais, supports j'en ai d'autres, ouais. J'en ai pas, je suis pas une grande collectionneuse, hein, mais je sais pas, je dois avoir une vingtaine de jeux. Et puis, alors j'utilise assez peu Odysseia. De temps en temps, je l'utilise, mais assez peu. J'utilise plus l'Oracle de la Dame de l'Ombre, et puis après d'autres jeux. J'aime bien. Comment il s'appelle, le petit tarot avec les fantômes de Célia Malècheville. le Le bout bout, tarot. voilà. J'aime bien celui-là. Et pour le coup, en communication avec les défunts, moi je trouve qu'il est tout ce qui est transgénérationnel, Ouais, communication avec les défunts, effectivement, je le trouve ouais, génial. ancestralité, etc. Ouais. Après, il y a aussi le tarot de la fortune de Mrs. Scrub que je trouve chouette, qui est un livret hyper simple et en même temps hyper détaillé. Enfin ouais, il y en a plusieurs quoi. Trop bien. Mais effectivement, Tarot de la Fortune, aussi un très bonne référence. Bravo, merci beaucoup. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode. Ça marche. Tarot de Belzoki aussi évidemment, qui est une, Évidemment, on attend d'ailleurs, là au moment où on interview, où on échange, c'est demain, le 13 décembre, où elle réouvre les préventes pour une prochaine édition. Et manifestement, elle a trouvé un imprimeur français dont elle semble être très satisfaite malgré les contraintes d'impression en doré qu'elle a, puisque son tarot est en noir ouais. et or. Ouais, on a échangé un petit peu sur tout ça avec elle, et ouais, ouais.
Bah, c'est des péripéties de toute façon, les impressions. Mais en tout cas, ouais, c'est trop cool qu'elle réouvre les précommandes. Il faut se jeter dessus. Je lui ai déjà dit que j'étais pas dispo demain, mais qu'il fallait qu'elle m'en réserve un. En tout cas, Marjorie, merci beaucoup. C'était génial. Moi, j'ai adoré en apprendre plus sur toi et puis voyager dans ton grand froid, j'ai envie de dire, même si vous avez un début, une fin d'automne assez douce. Un grand froid, mais un beau froid. C'est beau, il faut venir. Ah bah écoute, attention, hein, parce que moi, faut pas me le dire 2 fois. Hein. Ah mais bah, viens. Écoute. organiser un on petit voyage off, salon des mais, arcanes. mais ouais, viens. Carrément. Moi, je suis open. On a une chambre d'amis. Tu viens quand tu veux. Bah écoute, avec grand plaisir. Je te dirai. On prévoira ça un peu à l'avance quand même, mais je te dirai. Ouais, avec grand plaisir. Et merci à toi de m'avoir reçu et puis de m'avoir mis à l'aise, ce qui n'était pas forcément simple. Donc ouais, merci bien à toi. Avec plaisir, c'était trop bien. Ça faisait un moment que je voulais avoir cet échange avec toi, donc c'était trop bien. Pour toutes celles et ceux qui nous écouteront, qui nous écouteraient, on te retrouve sur Instagram. Oui, essentiellement Instagram. Ok. Sur Facebook aussi, mais en fait, j'y suis pas vraiment. Tu vois. Donc ouais, plutôt Instagram, c'est le truc que j'utilise le plus, ouais. Puis je mets des petites choses, si vous êtes intéressé par la Suède, pour le coup, je mets des petites choses sur la Suède aussi. Et puis tu as aussi la boutique en ligne, donc je mettrai aussi le lien de la boutique en ligne dans le descriptif de l'épisode. Tout à fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Écoute, moi je te souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, des très belles fêtes de Noël. En plus, si tu rentres en France en famille, ça va être chouette. Même si cet épisode sera diffusé début janvier, on souhaitera à ce moment-là une très bonne année à tous nos auditeurs et auditrices. Et puis nous, on reste en contact d'ici là. Ça marche. Passe de bonnes fêtes toi aussi. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.